en France. Et ensuite, je vais laisser la parole à Jean-Luc qui ira sur des exemples beaucoup plus précis qui permettra d'être plus parlant. Donc le plus gros problème dans la maîtrise des risques industriels, c'est premièrement la substitution qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que quand on fait une analyse de risque, nous en tant que spécialistes, la première chose qu'on regarde vis-à-vis d'un danger, c'est si on peut se passer de ce danger. Je vais prendre un exemple concret et d'actualité. Le nitrate d'ammonium agricole. C'est-à-dire que le nitrate d'ammonium en tant qu'engrais est un quasi-explosif, mais qui en fait est un explosif parce qu'à partir du moment où vous avez 0,2% de matière organique, donc par exemple de la poussière de paille qu'il y a sur toutes les exploitations agricoles, c'est un explosif. Le nitrate d'ammonium, en tant qu'engrais, on peut le remplacer en passant en agroécologie. Bah là, justement, c'est la substitution d'un risque, ce qui permettrait d'arrêter de stocker 6 millions de kilos de nitrate d'ammonium en France. On a 8% du nitrate d'ammonium mondial pour 0,1% de la population. Donc ça, c'est le premier exemple du problème, c'est qu'on ne substitue pas justement certains produits dont on pourrait se passer. Le deuxième plus gros problème dans la maîtrise des risques industriels, c'est le sujet des seuils. Et là, je vais rester sur le nitrate d'ammonium. En France, on est réglementé à partir d'un stockage de 500 000 kg de nitrate d'ammonium, alors que c'est un explosif. Donc vous pouvez avoir seulement 3 tonnes, donc 3000 kg de nitrate d'ammonium dans votre exploitation agricole. Et ça peut faire la même chose que ce qui s'est passé à Saint-Romain-en-Jarez en 2003. C'est-à-dire qu'un incendie dans une exploitation agricole a entraîné une explosion du nitrate d'ammonium qui a blessé 19 personnes, dont 9 pompiers grièvement et un qui a fait 60 jours de coma et qui n'a jamais été dédommagé par le gouvernement français et par l'État français. C'est la Fédération des pompiers qui lui a versé 50 000 euros, mais que 50 000 euros alors qu'il n'a jamais pu retravailler, je vous laisse imaginer, c'est horrible. Alors que pour comparer à AZF, à Toulouse, l'usine de nitrate d'ammonium qui a explosé, qui a entraîné 33 morts et des dizaines de blessés, les blessés ont été indemnisés par l'État de 500 000 euros. Et là, en l'occurrence, le pompier, il a eu qu'une indemnisation, mais grâce à la Fédération des pompiers. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pompiers sont majoritairement contre l'utilisation de nitrate d'ammonium agricole. Et par rapport au seuil, ce qui est intéressant, c'est de comparer aux pratiques dans les autres pays du monde, et notamment en Europe. Donc nous, on réglemente à partir de 500 000 kg de stockage, alors qu'aux États-Unis, depuis 2014, suite à l'accident en 2013 au Texas, pareil, du nitrate d'ammonium, ils ont décidé de réglementer à partir de 454 kg. Donc aux États-Unis, ils réglementent à partir de 454 kg. Nous, on réglemente qu'à partir de 500 000 kg. Donc toutes nos exploitations agricoles sont potentiellement explosives et mettent en danger nos agriculteurs en premier lieu et nos agricultrices. Ensuite, les pompiers, parce que le problème des pompiers, c'est qu'on les appelle quand il y a un incendie, mais quand vous allez essayer d'éteindre l'incendie et à côté de noyer le stockage de nitrate d'ammonium, le gros problème, c'est qu'il y a de la vapeur d'eau qui se crée. Et vu qu'il y a de la vapeur d'eau qui se crée, c'est de la matière organique et ça favorise en fait la création d'une détonation. Donc les pompiers, ils se retrouvent le cul entre deux chaises, entre se mettre en danger, vraiment là, pas comme un incendie classique vis-à-vis du nitrate d'ammonium. Donc c'est pour ça que moi je prône plutôt la substitution, mais c'est pour vous montrer aussi que même sur des seuils, si on décide de garder le nitrate d'ammonium en tant qu'engrais, c'est scandaleux parce qu'on se retrouve à avoir une réglementation qui est applicable qu'à partir de 500 000 kg contre 454 aux États-Unis. Et surtout, il faut comparer en Europe. Parce qu'en Europe, on a l'Irlande où c'est interdit depuis les années 70 pour un contexte local de potentielles bombes agricoles. Parce qu'en fait, il est super simple de créer une bombe agricole avec du nitrate d'ammonium. Vous mettez 94% d'engrais, 6% de diesel, vous rajoutez un peu de sel et vous créez une détonation. C'est vraiment très très simple. Donc c'est pour ça que l'Irlande l'a interdit dans les années 70. C'était pas vis-à-vis d'une logique de risque industriel. La Belgique le réglemente à partir de 300 kg comparé à nos 500 000 kg. Les seuls pays qui ne bougent pas là-dessus, c'est l'Espagne et la France. Pourquoi ? À cause du lobby de l'agrochimie. Donc c'est la seule explication. 0,1% de la population, 8% de nitrate d'ammonium mondial. Donc voilà pour le problème des seuils.
Les autres gros soucis des risques industriels en France, c'est les inspections. On a 500 000 installations classées pour la protection de l'environnement en France. Seulement 9 000 sont inspectées chaque année. On ne met pas assez les moyens pour inspecter. Le ministère nous dit qu'ils inspectent les sites les plus à risque. Effectivement, c'est vrai, mais on voit bien, et le rapport sénatorial après l'accident de Lubrizol, donc Lubrizol, pour rappel, à Rouen, une usine qui stockait des liquides inflammables, a brûlé, causant des pollutions toxiques importantes, et surtout, ça a choqué l'opinion publique. C'est surtout ça qui a été... Parce qu'en France, il faut rappeler qu'on a 1089 accidents technologiques chaque année, donc c'est un accident parmi d'autres. Faut aussi faire attention à l'utilisation faite des médias de ce type d'accident. C'est pour ça qu'il faut toujours tout poser en perspective. Et en l'occurrence, le problème, c'est que sur Lubrizol n'aurait jamais brûlé si Normandie Logistique, le voisin, n'avait pas eu un départ de feu. Et Normandie Logistique, c'était un site soumis à déclaration. Et les sites soumis à déclaration, c'est 459 000 sites des 500 000 sites français. Et ces sites ne sont jamais inspectés, sauf s'il y a un accident ou si un élu ou un habitant ou une habitante le demande. Donc là, nos élus ont aussi des responsabilités. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est discuter avec un maximum d'élus en leur sortant les sites soumis à déclaration pour demander aux élus de demander à la préfecture ces installations soumises à déclaration parce qu'elles sont obligées d'être déclarées et qu'ensuite les élus demandent justement à la direction régionale environnementale, donc la DREAL, la DRIE, en Île-de-France, d'aller inspecter ces sites. Et en fait, une fois qu'on va avoir toutes ces demandes, on va faire face à un problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'inspecteurs et d'inspectrices pour justement assurer la sécurité et la santé de notre population. Donc ça, c'est le souci des inspections. Et ce qui est impressionnant, c'est que le gouvernement est en train de communiquer sur... On a augmenté depuis AZF le nombre d'inspecteurs et d'inspectrices. Mais la réglementation augmente, donc ils ont moins le temps d'inspecter, ce qui fait qu'avant AZF, on avait 13 000 inspections en France, en 2000. Après AZF, en 2005, on est passé à 30 000. Donc 13 000, 30 000. Et l'année dernière, on a eu 18 000 inspections. C'est-à-dire qu'on a diminué de 39% le nombre d'inspections en France entre 2005 et 2019. C'est profondément scandaleux. On nous prend vraiment pour des personnes qu'on accepte de faire exploser ou de se faire incendier, mais surtout parce que la grande majorité des accidents technologiques, c'est des incendies. Donc il y a le problème des fumées et de la pollution des sols à cause des incendies. Mais le principal problème également, c'est la pollution des sols, des eaux, comme ce que vous avez dû voir dans le Finistère, où une unité de méthanisation, alors que moi j'ai participé en tant qu'expert en 2015 à un colloque organisé par le ministère de l'Environnement sur la sécurité des installations de méthanisation, qui était un colloque franco-allemand. Donc on intervenait pour justement sécuriser ces sites. Le site en question est soumis à autorisation, donc lui il fait partie des sites qui sont... donc c'est 25 000 sites en France, donc c'est vraiment les sites les plus inspectés. Et même malgré cette inspection, il s'est trouvé que le digesta, qui donc en méthanisation et la récupération en fait pour vulgariser un peu d'un peu tout le caca agricole où il y a beaucoup d'ammonium, d'ammoniac à l'intérieur. Et donc ce digesta bourré d'ammoniac, on se retrouve à avoir ce digesta qui il y avait une cuve qui stockait le digesta. Le système électrique a dit il n'y a plus de digesta. Il y a eu un bug informatique en fait. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de levée d'alerte, il n'y a pas de levée de doute humaine, ce qui fait que durant la nuit de lundi à mardi, ils ont balancé le pompage pour nettoyer en fait la cuve de digesta, mais il y avait le digesta dedans. Donc ça a fait déborder le digesta qui allait dans les eaux de pluie dans la rivière, pollution de 180 000 personnes. Et surtout, dramatique, le préfet, alors que le site s'en est rendu compte le mardi matin et a prévenu le préfet n'a communiqué que 48 heures après. Ce qui signifie que la population a potentiellement été empoisonnée, en fait, alors que le préfet savait très bien et aurait pu communiquer dès mardi matin. Donc là, c'est vraiment encore une grosse faille. Donc voilà, et ça, c'est un accident parmi tant d'autres, et on laisse faire. Et le problème des accidents, c'est que le rapport sénatorial, et c'est des sénateurs socialistes et républicains,
qui se sont mis d'accord en disant que en France, depuis 40 ans, la maîtrise des risques était catastrophique. C'est rare qu'ils se mettent d'accord sur des sujets et que depuis 40 ans, ils remettent en cause leur gestion. Et c'est pour ça que là, c'est le moment, avec les 1 an de Lubrizol plus Beyrouth, j'y viendrai après, de tout changer. Et donc, pour revenir à nos problèmes d'inspection, c'est que vu qu'on n'inspecte pas, on n'est pas au courant des risques qu'on fait courir à la population. Et à cause de ça, on accepte des accidents. 1089, le rapport sénatorial évoquait 15 accidents en Allemagne en 2019, comparé à nos 1089. Il faut peser les chiffres, parce que moi, je fais une veille, vu que je travaille en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Je fais une veille, j'ai identifié plus d'accidents que 15 en Allemagne. Ce qu'il faudrait demander au niveau européen, vu qu'on fait quand même partie de l'Union européenne, c'est d'avoir une harmonisation. On a une harmonisation Seveso sur les sites les plus dangereux, et par contre, on n'a aucune harmonisation sur l'accidentologie qui permettrait de comparer. Mais moi, ce que je vois quand même dans mes retours d'accidents relayés par les médias, c'est qu'on en a effectivement beaucoup plus en France qu'en Allemagne. Alors que l'Allemagne a 3600 sites Seveso, nous on en a 1300. Donc les sites les plus à risque. Sur 11 000 en Europe, donc on nous dit désindustrialisation, etc. Sur les sites les plus dangereux, en France, on en a toujours autant, parce que ça coûte cher de déplacer ces sites, parce qu'il faut dépolluer et il faut reconstruire un site ailleurs. Et en plus, dans ce pays, il n'y a pas forcément les mêmes compétences en chimie ou en process industriel que l'on a en France. Donc en fait, on doit ne pas accepter le chantage à l'emploi fait par les industriels. Là, c'est un manque de connaissances techniques des élus et qui fait qu'ils ne rentrent pas dans le rapport de force et qu'ils écoutent tout le temps en fait, les industriels qui en profitent pour jouer avec la sécurité. Parce qu'effectivement, sur les 500 000 installations, il n'y a que 1089 accidents. Donc un industriel, il peut jouer avec la réglementation et espérer ne jamais avoir de problème. Donc ça, c'est le troisième sujet. L'autre problème, même sur les 9000 sites qui sont inspectés, c'est l'application de la réglementation. Parce qu'une fois qu'un site est inspecté, l'inspectrice de l'environnement passe sur un site. Elle va faire un rapport. Dans ce rapport, elle va mettre en demeure le site industriel. Quand elle va mettre en demeure le site, il va devoir se mettre en conformité selon un certain délai. S'il ne le respecte pas, l'amende, elle est seulement de 15 000 € et 1 500 € d'astreinte par jour. Ça peut effectivement monter jusqu'à 500 000 €, mais ça n'arrive quasiment jamais. Et donc forcément, ce n'est pas dissuasif pour l'industriel. Parce que moi, je me mets à la place de l'industriel. Mon objectif, c'est de faire du profit. Donc, de toute manière, si je peux payer une amende plutôt que de protéger la santé de mes concitoyens pour un accident hypothétique, je vais le faire. Donc là, c'est le rôle de l'État et c'est l'État qui est responsable. C'est-à-dire que l'État doit sanctionner les industriels qui ne respectent pas la réglementation. Et l'autre problème de la sanction, c'est que même si les sanctions étaient suffisantes, ça ne suffirait même pas. Parce qu'en fait, qui a l'autorité de sanctionner ? C'est le préfet. Et le préfet, en France, il doit arbitrer entre développement économique de son territoire et protection de la population de l'autre. Ce qui fait que même vis-à-vis du code de l'environnement, c'est un des codes sur lesquels, en France, il y a le moins de sanctions par rapport justement à ce qui devrait avoir lieu. C'est proprement scandaleux, parce qu'en plus, c'est des industriels qui pourraient payer justement ces amendes comparé à pas mal d'administrés qui prennent une amende parce qu'ils n'ont pas respecté le code de la route. Donc c'est quand même... Quand on est dans les risques industriels, il y a tellement de problèmes qu'en fait, c'est pas possible. Mais là, on a justement un rapport sénatorial sur lequel s'appuyer, où même des sénateurs socialistes et républicains vont dans le sens de tout ce que je viens de vous expliquer. Donc, ce qu'il faudrait, pour aller plus loin quand même que ce rapport sénatorial, c'est créer une autorité de sûreté indépendante des sites qui sont installations classées pour la protection de l'environnement. Parce qu'en créant cette autorité indépendante, comme c'est le cas dans le nucléaire, ça permettrait d'enlever cette casquette du préfet de sécurité de la population et la donner justement à cette autorité de sûreté. Et il faudra faire attention dans la création de cette autorité de sûreté de ne pas faire la même chose que dans le nucléaire. C'est-à-dire qu'on doit absolument avoir à l'intérieur effectivement des experts de la sécurité, mais on doit surtout avoir des associations environnementales, on doit avoir également des syndicats
pour qu'il y ait également des travailleuses et des travailleurs, et que ce ne soit pas des personnes qui soient sélectionnées uniquement par l'exécutif. Et ce qui serait intéressant, c'est que ce soit justement d'un point de vue législatif, actuellement vu comment fonctionne la Ve République, que ce soit l'Assemblée et le Sénat qui puissent choisir, et pas la commission développement économique et la commission développement durable, parce que sinon, on va se retrouver encore avec le ministre le Premier ministre qui va décider comme l'autorité de sûreté nucléaire, ce qui fait qu'on se retrouve à l'intérieur de l'autorité de sûreté avec des gens qui sont pas du tout dans un objectif de protection de la population. Donc voilà, je vous ai fait le résumé des sites industriels. Là, je suis en train de préparer un livre dessus, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le lire, où je reviendrai aussi sur notamment les risques liés à l'hydrogène. Parce qu'on nous parle toujours de l'hydrogène comme le développement durable, tout ça. Il y a des gros risques à l'hydrogène. Il y a les batteries lithium. Là, nous, en ce moment, on est appelé par des Chinois qui veulent implanter des stockages de batteries lithium en France. Le lithium, c'est très inflammable. C'est pour ça que les États-Unis avaient voulu l'interdire dans tous les avions vis-à-vis des téléphones portables et des ordinateurs. Enfin, des risques, en fait, il y en a plein. Et en plus, on fait pas en sorte de se protéger, alors que soit on pourrait substituer pour certains sujets, et pour les autres, on pourrait appliquer une réglementation parce qu'on a des experts des risques. Je laisse la parole à Jean-Luc. Merci pour votre écoute. Donc moi c'est Jean-Luc, j'habite à Gardanne, en face de la centrale thermique de Gardanne. Je suis à Alternative Autogestion et à PEPS et dans diverses associations de lutte pour l'environnement et voilà. Donc moi ce que je voulais vous parler aujourd'hui c'était de deux installations qui sont à Gardanne. Donc il y a la centrale thermique et l'usine Alteo qui produit de l'alumine de spécialité. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de ces deux usines où il y a ces problèmes. J'aimerais savoir s'il y en a qui en ont déjà entendu parler, qui lèvent le doigt, et au cas qui s'expriment sur ce qu'ils savent sur ces deux trucs, deux usines. Bon, à part Elisabeth peut-être, si tu veux me parler aussi, mais voilà. Donc, oui, toi, tu as entendu parler de quoi alors? De l'alumine. Attends, je te donne la parole. Bonjour, il me semble que c'est l'usine qui rejette tout un tas de boue à Gardanne et dans la mer en fait. Il me semble que vous avez des coulées de produits toxiques sur vos terrains ou à proximité ou du ruissellement de quelque chose comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait un ressenti, qu'on fasse parler. Oui, je vais y donner là. Que les gens, déjà qu'il y ait un retour de ce qu'on sait déjà par les autres, quoi. Parce que... Personnellement, j'ai entendu parler des boues rouges, oui, qui sont déversées dans les calanques. Et puis, pour la centrale thermique, c'est le fait des coupes de bois qui sont de plus en plus loin ou qui sont des coupes de bois à blanc, donc qui laissent aucune chance pour renouvellement de la biomasse, quoi. Enfin, avec les orages, après, ça ravine les sols et ça crée des déserts. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des infos Donc, il n'y a plus personne. Donc, moi, donc, par rapport au bout rouge, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il y a, d'après la préfecture et l'usine, il n'y a plus de boues rouges qui sont déversées dans les calanques à Cassis. Alors, je vais y revenir. Donc je vais peut-être commencer par ça, par Péchinet. Alors cette usine, en fait, c'est une des premières usines qui a fait de l'aluminium, de l'alumine avec de la bauxite. La bauxite, en fait, le nom, il vient des Baux de Provence au départ, parce qu'en fait, c'est là qu'on a découvert que
dans la terre des Baux-de-Provence, il y avait de l'alumine. Ensuite, il y a eu une exploitation de bauxite dans le Var, à côté de Gardanne, et à Brignoles, au Luc, etc. Donc en fait, c'était des ressources naturelles de proximité. Donc c'est pour ça que l'usine, elle est à Gardanne, parce qu'en fait, il y avait du charbon, qu'il faut de l'électricité et qu'il faut de l'eau, parce qu'en fait, en Provence, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais les mineurs ont percé une poche d'eau à côté, dans la vallée de l'Arc. Et du coup, il y avait de l'eau, de l'électricité et la bauxite. Donc c'était tout de proximité. Aujourd'hui, la bauxite, elle vient de Guinée. Et donc au niveau parce qu'en fait, le sujet, là, c'est les crimes industriels. Et du coup, c'est important de revoir à chaque fois où c'est qu'il y a un crime. Parce que le crime, par exemple, en Guinée, il y a des émissions de radio, j'afficherai les papiers tout à l'heure, où on prendra des noms pour ceux qui veulent les écouter. Il y a des émissions de radio où les Guinéens ils s'expriment et où les mines de bauxite en Guinée, elles font tellement de poussière que les arbres, ils sont plus pollinisés et du coup, ils peuvent plus manger. Donc, c'est un des problèmes. Donc après, à Gardanne, il y a une usine qui fait de l'alumine, qui avant faisait de l'alumine pour faire de l'aluminium, les canettes, etc. Maintenant, elle s'est spécialisée dans les alumines de spécialité. Les alumines de spécialité, c'est en fait de mettre de l'alumine dans les dentifrices, dans les vaccins, dans les ogives pour envoyer sur les petits au Yémen, et puis dans les briques réfractaires, le ciment réfractaire, etc. Et donc, comme le disait tout à l'heure Paul, la substitution, c'est que quelque part, comment on peut se passer de cette alumine de spécialité qui sert aussi dans les smartphones, dans les écrans plats, etc. Quand on voit que, y compris dans des pharmacies, il y a 4 écrans plats qui tournent et qui servent à rien, et puis toutes les pubs, etc. quoi. Et puis les smartphones, si on fait la 5G, on va encore changer tous les smartphones, et donc il faudra encore plus d'alumine qui ne sont, la plupart du temps, qui ne sont pas recyclés. Voilà. Donc cette usine, elle produit de l'alumine de spécialité à partir de la bauxite qui vient de Guinée et qui passe financièrement par le Delaware, qui est un paradis fiscal aux États-Unis. Donc, comme beaucoup d'entreprises, en fait, on achète de la matière première dans un pays qui passe par un paradis fiscal financièrement. Donc, on l'achète pas cher, on la revend plus cher. Et donc, par exemple, alors on n'a pas les chiffres exacts, mais on sait que ça passe par le Delaware. Et du coup, qui est revendu plus cher à l'usine de Gardanne et qui, du coup, après revend l'alumine dans d'autres paradis fiscaux. Et c'est là qu'ils refont encore du bénéfice dans les paradis fiscaux. Et donc, ils revendent de l'alumine pas cher. Ils achètent la bauxite chère et ils revendent de l'alumine pas cher. Et on refait encore du bénéfice dans les paradis fiscaux. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus de boues rouges qui sont rejetés dans la fosse Cassidène à Cassis. Donc, il y a une dicton en Provence, et ceux qui n'ont pas vu Cassis, ils n'ont jamais rien vu. Mais là, soi-disant, on ne les voit pas, les boues rouges, puisqu'ils sont projetés très profond. Il y a une fosse en mer qui fait 5 mm de profondeur, ou je ne sais plus combien. Mais les poissons, ils ressortent rouges, les pêcheurs, ils ne peuvent plus pêcher, et c'est empoisonné d'arsenic, etc., de plein de produits nocifs. Donc ça s'est arrêté parce qu'en fait, il y a eu une pression des associations, sachant qu'aussi, il y a eu un parc naturel dans les Calanques. Et les associations ont obtenu à faire respecter la Convention de Barcelone pour arrêter de jeter les boues rouges.
Alors, actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils sèchent les boues et ils les stockent à côté de Gardanne, dans la colline. Ça s'appelle Mangegari. Et ils rejettent en mer des effluents de l'eau, mais pollués, qui est encore polluée. Alors, le problème, c'est qu'ils disent ils sont arrivés actuellement à réduire tous les polluants, mais c'est en pourcentage. Donc, dans un litre d'eau, il y a des normes et on peut mettre tant de polluants, c'est accepté, et voilà. Donc, les polluants, ils sont quand même. Et donc, ils ont utilisé pendant un moment, et peut-être qu'ils le font encore, la solution de rajouter de l'eau. Comme ça, on diminue le pourcentage de polluants dans le nombre de litres d'eau. Et les boues rouges, elles sont rejetées donc, à terre avec des camions. Ils sont ramenés avec des camions et c'est stocké. Donc là, j'ai les photos, je vous les afficherai. Et du coup, il y a des envolées de poussière qui ont inondé la ville de Bouc-Bel-Air qui est à côté de Gardanne. Du coup, le maire, il a changé d'avis, il ne veut plus qu'on rejette les boues. Alors, ils ont mis un nom, c'est la box saline, ce qui est rejeté, parce qu'il y a un peu moins d'aluminium. Et du coup, ils veulent en faire des briques pour faire des abris à poissons dans la mer, etc. Mais ces boues, cette box saline qui est soi-disant séchée, elle est donc étendue à l'air libre. Et du coup, quand il y a le vent, ça emporte tout. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils remettent un stabilisateur en plastique dessus. Enfin, je vous le dis en plastique, mais il y a un nom spécial. Et puis, il faut savoir qu'en fait, ça pollue la nappe phréatique. Donc, il y a 2 nappes phréatiques sur la vallée de l'Arc. Hein, l'Arc, c'est un fleuve, puisqu'en fait, il se jette directement dans la mer. Dans l'étang de Berre, mais qui est en lien avec la mer. Et du coup, c'est une vallée qui est entre la Sainte-Victoire et la chaîne de l'Étoile. Il y a 2 montagnes, ou plusieurs. Et puis, du coup, il y a 2 nappes phréatiques. Il y en a une un peu plus qui affleure et une autre très profonde, très très pure. Et du coup, le préfet a interdit d'utiliser l'eau d'un des puits à la sortie du stockage de Mangegari parce que c'était pollué. Il faut savoir aussi qu'ils veulent réutiliser cette box saline. Ils ont essayé de l'envoyer à Bordeaux. Et quand ils l'ont envoyé à Bordeaux, parce qu'ils veulent soi-disant faire de l'économie circulaire. Mais bon, c'est n'importe quoi parce que bon, je ne sais pas jusqu'où ça circule, mais ça circule partout en pollution, surtout. Et l'économie circulaire, c'est dire mais on va utiliser la box saline pour traiter d'autres polluants, donc pour filtrer d'autres polluants. Donc ils les ont envoyés à Bordeaux pour faire je ne sais plus quoi dans le port. Et en fait, ça a sonné parce qu'en fait, il y a de la radioactivité dans ce qui nous décharge à Bouc-Bel-Air à côté. Il faut savoir que donc à Gardanne, il y a un bruit pas possible de cette usine. Elle est dans la ville, hein, parce que bon, au départ, elle était dans la ville, elle a agrandi, la ville s'est agrandie, et du coup, l'usine, elle est dans la ville. Il y a des quartiers de la ville qui sont tout rouges, voilà. Du coup, par rapport au crime, il y a la pollution. Il y a des gens autour du stockage de Mangegari qui sont morts de cancer. Il y a la pollution de la nappe phréatique. Il y a la pollution en mer. On peut plus utiliser. Les pêcheurs, ils peuvent plus pêcher à cet endroit-là. Sachant qu'en plus, ça fait des années que c'est déversé. Donc je ne vais pas pouvoir tout vous dire on ira aux questions après. Je voulais passer à la centrale de Gardanne. Donc il y a 2 groupes de production d'électricité. Donc là c'est la même chose, c'est qu'il y avait du charbon sur place et de l'eau, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et du coup, pour faire une centrale thermique, il faut de l'eau et un carburant.
Donc une centrale thermique au charbon, c'est la même chose qu'au nucléaire, mais c'est pas le même combustible. Ou au pétrole ou au gaz, voilà. On fait chauffer de l'eau, on fait une cocotte minute, après ça tourne, donc on peut faire tourner une turbine qui va produire de l'électricité. Donc là, il y avait deux groupes de production au charbon. Il y en a un qui a été passé au bois, et donc on est au tribunal contre ce passage au bois. Du coup, en fait, ils ont prévu de prendre du bois. Donc, c'est pas qu'ils ont prévu, ils font venir du bois du Brésil, donc soi-disant de forêts plantées, PEFC, soi-disant. Donc, faut savoir qu'il faut aller voir le documentaire de Cache Investigation où en fait ils sont arrivés à faire labelliser un parking comme quoi il y avait une forêt PEFC, c'était un parking. Voilà, donc c'est catastrophique. C'est pareil pour le label FSC. Il y a deux labels pour le bois, PEFC et FSC. Et FSC, c'est pareil, il est validé par WWF, mais je peux vous donner des infos comme quoi vous allez sur Sauver la forêt, il y a une assoce qui fait plein de pétitions. Ils ont fait des enquêtes et le bois, en fait, il n'est pas surveillé, etc. Donc, ils veulent passer cette centrale, donc ça date de 2011-2012, pour la faire passer au bois. Donc, ils veulent faire venir brûler 850 000 tonnes par an de bois, plus des bois de déconstruction, des meubles. Donc les meubles Ikea, ou pas Ikea, mais avec le Formica, par exemple cette table là, une fois qu'on ne sait plus la démonter, les meubles Ikea qu'on peut monter qu'une fois et puis que les gens y déménagent, ça coûte plus cher de déménager les meubles que d'en racheter d'autres. Donc en fait, les meubles Ikea, ils sont jetés à la poubelle et donc ils récupèrent ça, ils les broient avec la colle, le formica, le plastique, etc. Et ils les brûlent à la centrale de Gardanne. C'est de la biomasse, hein, ils disent, donc c'est bio, hein. C'est sensationnel. Et donc ils veulent faire venir du bois du Brésil, qu'ils ont déjà fait venir, de 400 km autour de Gardanne, plus la Bourgogne, plus le Jura, parce qu'ils ont refait venir du Jura en plus. Alors en péniche, parce que ça faisait écolo. Mais voilà, donc tout ça, en fait, ça tue. J'ai des cartes là de gens qui sont de militants écolos au Brésil qui sont zigouillés parce qu'ils défendent la forêt. Nous, ça nous pollue la vie parce que j'habite en face. Il faut voir que cette centrale, ils ne savent pas la faire marcher. En fait, ce qui intéressait les capitalistes, en fait, c'est de faire du cash flow et donc de ne pas entretenir correctement les installations. Donc de faire de l'entretien curatif au lieu de faire de l'entretien préventif. Et du coup, elle n'est pas entretenue parce qu'elle a été revendue plusieurs fois. Donc ils veulent faire du cash flow directement quand ça tourne pour faire de l'électricité. Et en plus, quand elle est revendue, on peut montrer que ça rapporte du fric et que du coup, on peut la vendre plus cher. Donc elle a été revendue 3 ou 4 fois. Aujourd'hui, elle appartient au Tchèque Kretinsky, qui a racheté Le Monde, Marianne, etc. Et donc ça s'appelle Gazelle Énergie. Avant, c'était E.ON qui a fait une filiale pour s'en débarrasser, etc. Donc là, le gouvernement, il veut arrêter la centrale à charbon. Donc je vous ai dit, il y a deux groupes de production d'électricité. Il y en a un qui est encore au charbon, très gros. Le gouvernement a décidé de l'arrêter d'ici 2022. Mais du coup, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait des bonhommes qui sont là, ou des nanas, et puis, soi-disant, créer des emplois, et voilà. Donc là, actuellement, on est en négociation. Enfin, en négociation, on fait ce qu'on peut. Ils font ce qu'ils veulent, surtout, pour nous foutre des merdes en plus. Voilà, donc ils vont arrêter la centrale à charbon, mais on aura un peu plus de pollution, à savoir, et puis du greenwashing. Donc par exemple, le greenwashing, c'est qu'ils veulent nous mettre une scierie
pour envoyer les déchets à la centrale biomasse, les déchets de la scierie, pour les envoyer à la centrale biomasse en disant vous voyez, c'est super, on fait du bois d'œuvre, enfin ils vont faire des palettes. Du coup, voilà, ils veulent nous rajouter des concasseurs de béton, du recyclage de plastique, de la pyrolyse de bois. Donc, conclusion, il y a une industrialisation de la forêt. Et par rapport au crime, je vous ai parlé du Brésil. Il y a le problème de l'industrialisation de la forêt. Il y a le problème des salariés de l'ONF donc, qui se suicident parce qu'en fait, ils ont été embauchés pour sauver la forêt, en tout cas qu'elle soit gérée pour respecter la biodiversité, les aménités de la forêt, pour que les gens puissent aller chercher des champignons, se promener, filtrer l'eau, filtrer l'air, etc., sortir un peu de bois. Mais là, en fait, l'ONF est mandaté et depuis plusieurs années, on a réduit l'argent de l'ONF par l'État pour que en fait, l'ONF soit financé par le bois qui est vendu. Et du coup, en fait, on vend plus de bois. L'ONF doit vendre plus de bois, donc ne plus protéger la forêt. Et là, il y a donc les salariés se suicident. Donc là, il y a, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a un film qui s'appelle Le Temps des forêts, donc qui explique entre autres ça. Donc les syndicats de l'ONF qui sont en vent debout contre cette centrale et contre. Il faut savoir que là, il y a un projet de loi qui va encore aggraver la situation de l'ONF. Et donc, il y a une pétition qu'il faut aller signer sur SOS Forêt. Donc, il faut noter parce que je n'ai pas eu le temps de tout écrire sur les tracts. Donc là, vous avez là-bas, vous avez un tract qui est là, qui est à libre accès, qui explique ce que c'est la centrale de Gardanne. Et puis, un autre, un peu plus récent, qui explique ce qu'ils veulent faire maintenant. Donc, c'est un libre accès là-bas. Et donc par rapport aux salariés de l'ONF et puis l'industrialisation de la forêt, faut savoir qu'en fait ça tue toutes les petites scieries, qu'en fait les scieries qu'ils font maintenant, elles sont normalisées pour prendre du bois de Norvège ou d'ailleurs, du Nord, sachant que dans le Nord, en fait les bois ils grossissent moins vite puisqu'il fait froid. Et donc, du coup, toutes les scieries qu'ils font maintenant, c'est pour des petits bois. C'est-à-dire des arbres qui font 20 cm ou 30 cm, même pas. Et du coup, on fait que des petits bois. Alors qu'en fait, en France, on a la possibilité d'avoir beaucoup de forêts. Et je mets des guillemets à beaucoup, mais bon, je ne peux pas tout dire. Et en fait, il faut savoir que la balance commerciale du bois, de la forêt en France, enfin du bois, est déficitaire. Alors qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'en fait, on exporte les troncs en Chine, en Italie, etc. Et qu'en fait, ils reviennent manufacturer, entre autres les meubles Ikea, ou les tables, et voilà. Et en fait, on ferme toutes les petites scieries, et les grosses scieries, elles font des charpentes merdiques pour les maisons et on ne peut pas traiter les gros chênes. Voilà, on a de plus en plus de mal à faire ça. Donc tout ça, c'est un peu expliqué dans le film. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans ces forêts, en fait, c'est plus des forêts, c'est des alignements d'arbres, comme l'agriculture. Il faut savoir qu'en fait, ils coupent, il y a des abatteuses, vous les verrez dans le film si on peut. Si vous les regardez, et en fait c'est tout industrialisé et ça détruit en fait le rapport des êtres humains avec la forêt et les gens qui y bossaient, etc. Je vais peut-être m'arrêter là et puis on complétera avec des questions si vous voulez. Il y a un autre film qui a un libre accès, vous tapez Benoît Grimond. Il y a un documentaire qui s'appelle Menaces sur la forêt française. Et qu'est-ce que je peux dire de plus ? Donc oui, il y a aussi ce livre Même basse sur nos forêts.
de Gaspard Dallens, qui est super, qui explique ce qui se passe dans les forêts en France. Et puis, du coup, il y a 2 autres livres organisés, faits par le RAF, dont je fais partie, le réseau des alternatives forestières, où on essaye de promouvoir une autre gestion de la forêt. Et donc, il y a un livre d'acteurs, des bûcherons, des scieurs, des gens qui font des amas bois, des gens qui achètent des forêts en commun et qui essayent de les gérer différemment. Et là, c'est plutôt un livre juridique et pratique de comment faire si on veut s'occuper de la forêt. Et du coup, ce qui est important, c'est que si on veut changer les choses, il faut être informé et se former sur plein de choses. Parce qu'en fait, voilà, ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est des choses vraies et fausses ou dépassées. Et quand on discute avec les gens, ça veut dire qu'il faut pouvoir répondre, les élus, les professionnels de la forêt, etc. Dire nous, ce qu'on veut, c'est faire autre chose. Il faut savoir qu'en fait, la forêt, en fait, c'est un réservoir de carbone, de CO2, qu'aujourd'hui, le principal problème, enfin, un des problèmes graves, il y a 2 problèmes, c'est la biodiversité et le stockage de carbone, et que là, on est en train de massacrer complètement ces 2 réservoirs, enfin, ces deux trucs qui nous impactent directement, à savoir, par exemple, la biodiversité et massacrer les forêts. Ben, c'est une des raisons de la Covid-19, où ils ont massacré des forêts partout dans le monde et où il y a un contact avec les espèces sauvages qui nous renvoient des virus. Et sur le CO2, ben, en fait, c'est catastrophique parce qu'en fait, c'est un moyen gratuit pour stocker du CO2. Il faut savoir que dans les projets qu'ils veulent nous faire à la place de la centrale à charbon, c'est capter le CO2 de la centrale biomasse donc ils vont dépenser de l'argent, de l'énergie à nouveau pour stocker le CO2 qui aura été cramé, les arbres qui ont été cramés en 5 minutes et qui auront mis 50 à 100 ans pour pousser, pour stocker le CO2. Et donc il y a l'histoire de la carboneutralité qui n'existe pas. Et d'ailleurs, il y a un dossier qui est noté sur ce tract, en bas sur le site, où vous pouvez aller voir sur la carboneutralité, parce qu'en fait, c'est leur truc. Si on brûle du bois, en fait, les arbres qui repoussent restockent du carbone. Oui, mais bon, si on crame des arbres qui ont 50 ans ou 100 ans en 5 minutes, ben en fait, il n'y a aucun arbre qui va stocker ce carbone en 5 minutes à côté ou même sur Terre. Voilà. Après, il y aurait plein d'autres choses à dire. Merci Jean-Luc. Avant de te passer, tu veux intervenir Bénédicte? Je vais juste compléter parce que ça m'a fait penser à des choses, ton intervention. Puis après, je passerai la parole à Bénédicte. Et l'objectif, après, à la fin, c'est que ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse un peu un tour de table pour qu'on discute de ce qu'on peut faire justement en termes d'action politique pour dénoncer tout ce qu'on vient de dire et puis surtout faire ces propositions de création d'une autorité de sûreté des installations classées pour la protection de l'environnement pour arrêter tous les délires qui sont en train de multiplier alors qu'ils font semblant de s'intéresser un tant soit peu à l'écologie. Pour rajouter juste pour les métaux, c'est vraiment important, il y a eu une pollution cet été, pas très loin de chez toi, à la plateforme de la Vera, par l'entreprise Chem1. Ils ont rejeté de la chlorure de fer dans la mer Méditerranée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chlorure de fer et tout métaux qui se retrouve dans la mer Méditerranée ou dans n'importe quel cours d'eau, c'est bien pire que des pesticides, parce que les pesticides qui se retrouvent dans l'eau, ils finissent par se minéraliser et donc par disparaître. Alors que par contre, les métaux lourds, ils restent en permanence. Donc effectivement, il y a des grands volumes d'eau, mais par contre, vous voyez bien que plus on va rejeter des métaux lourds à l'intérieur des mers, des cours d'eau, à chaque fois qu'on va aller pêcher des poissons et qu'on va les manger, on va augmenter en fait les risques d'avoir des cancers. Pareil quand on va se baigner dans la mer. Plus on a ces accidents-là, et c'est vraiment dramatique parce que ce type d'accident de Chem1,
on aurait pu totalement l'éviter. On sait comment créer justement des rétentions pour éviter de rejeter de la chlorure de fer. Et on n'investit pas dedans, parce que c'est sûr, c'est pas rentable. Mais quelle vie on veut. Donc ça, c'est sur les métaux. Le deuxième sujet, c'est vraiment ce que tu disais quand tu as dit ils veulent envoyer ça à Bordeaux. On voit bien Lubrizol à Rouen. Le sujet, en ce moment, les élus se font un peu bloquer là-dessus, même Europe Écologie Les Verts, de manière assez dramatique. J'essaye de leur parler là, pour qu'ils arrêtent ça, parce que ce qu'ils souhaitent, c'est déplacer l'usine de Lubrizol et qu'elle soit plus à Rouen. Mais le problème, c'est que si on déplace l'usine, en fait, on déplace juste le problème dans un autre territoire où on va amener la merde. Donc, c'est pas la bonne stratégie. La stratégie, à chaque fois, c'est est-ce qu'on peut se passer de cette activité et substituer. Et si jamais on ne peut pas, bah là, par contre, on met tous les moyens qu'on connaît pour éviter la surpollution. Parce que ces usines polluent de toute façon déjà. Mais on ne va pas se passer de tout. Par exemple, les lubrifiants automobiles qui sont créés chez Lubrizol, on en a besoin pour développer des cars plutôt que des voitures. Enfin, faut aussi à chaque fois rentrer dans le détail, comme tu disais très bien. Selon les productions, c'est pas la même chose. Le nitrate d'ammonium, on substitue. Les lubrifiants automobiles, on protège à fond l'usine et on la déplace pas parce que le fait de la déplacer, ça va faire qu'empirer les choses. Le troisième sujet, c'est les cancers en fait, sur tous les lieux où on a des grosses plateformes chimiques et industrielles en France. Les études épidémiologiques prouvent qu'il y a des taux de cancer mais énormes autour de ces usines. Et c'est lié notamment à tous les rejets que font ces usines qui ne respectent même pas la réglementation. Je prends l'exemple de Yara, qui produit du nitrate d'ammonium pour les engrais à Montoire de Bretagne. Ils ont été mis en demeure à 4 reprises à Montoire et à 5 reprises à Ambès, notamment car le site rejette 2 fois plus de particules fines dans l'atmosphère que ce qui est autorisé. Et là, par rapport à ce que je vous expliquais tout à l'heure, le préfet préfère autoriser Yara à polluer la santé de ses administrés plutôt que l'usine se mettre en conformité, mais même plus loin, plutôt que d'accepter qu'on produise du nitrate d'ammonium en France. Et de faire pour l'engrais, parce qu'on aura toujours besoin de nitrate d'ammonium quand même pour explosifs vis-à-vis de certaines... Par exemple. Donc ça, c'est l'autre sujet. Et après que je continue... Donc tu as évoqué vraiment le bois, creuser le bois pour ceux qui n'ont pas, et celles qui n'ont pas suffisamment d'informations. Parce que c'est vrai que la manière dont on gère le bois en France, c'est l'un des plus gros scandales. Parce qu'on a la matière première présente sur notre territoire, on peut la réguler, parce que le bois on peut le refaire pousser, mais par contre, c'est sûr, pas en brûlant toutes les 5 minutes quelque chose qui met des années à pousser. Il faut vraiment avoir une approche vis-à-vis de la biomasse qui soit raisonnée, qui soit vraiment dans un objectif de durabilité en fait de la matière première. Ce que font très bien déjà de nombreuses communautés dans le monde. Moi, je suis allé voir pour mon travail, je suis allé au Bénin pour sécuriser des sites. J'en ai profité pour aller voir certaines communautés. Et ils ont un respect de la nature vis-à-vis du bois qui n'est pas du tout le même que nous. Ils sont vraiment dans cette approche et c'est très intéressant et il faut s'en inspirer. L'autre sujet, c'est quand tu parlais d'entretien curatif plutôt que préventif, c'est le problème de la maintenance. On remplace les hommes et les femmes par des machines. Autant sur le nucléaire, par exemple, c'est important là, que les unités actuelles on soit aidés par plein de machines parce qu'il faut être très réactif. Mais le problème, la machine ne remplace pas l'homme. La machine, elle doit servir l'homme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a une machine qu'on doit enlever les hommes, parce qu'à cause de ça, il n'y a plus de levée de doute. Et c'est ce qui s'est passé sur l'unité de méthanisation en Bretagne. C'est-à-dire qu'on n'a eu aucun humain qui aurait été là et qui aurait vu que ah bah zut, dans le stock de digesta, il y a encore le digesta, on ne va pas balancer la flotte pour nettoyer. Et ça, c'est le problème sur tous les sites. Là, la semaine dernière, j'ai visité le CNR, la Compagnie nationale du Rhône, qui a tous les barrages où il y a également des centrales nucléaires en exploitation, maintenance. Et c'est scandaleux, ils n'ont pas revu la sécurité incendie depuis 40 ans. Il y a un local électrique qui n'est pas sécurisé.
Si jamais ce local électrique brûle, alors que les locaux électriques, ça fait partie en incendie du premier truc qu'on vérifie. Si jamais il brûle, ça bloque le barrage. On peut plus redémarrer le barrage durant un certain temps. Pas de continuité d'activité. Au bout, il y a une installation nucléaire et on ne peut pas la refroidir. Enfin, il y a des trucs. En fait, à chaque fois, on ne voit pas la maîtrise des risques de manière globale. On se focalise et ça les aide bien à chaque accident. Et nous, il faut qu'on soit bon dans la manière dont on communique quand on l'explique aux gens. C'est qu'il ne faut pas tomber sur Lubrizol, Yara. Il faut vraiment tomber sur la manière systémique dont on gère les risques industriels. C'est-à-dire que c'est une catastrophe. Donc ça, c'était sur la maintenance. Les sujets de l'emploi. Il faut aussi se muscler sur les discours qu'on a quand on nous dit « à vous, les écolos, vous allez détruire tous les emplois industriels, on n'aura plus rien ». Je prends l'exemple précis du nitrate d'ammonium. On va détruire effectivement quelques milliers d'emplois chez les industriels qui produisent ce nitrate d'ammonium, mais si on se passe des engrais et des pesticides en agroécologie, on va créer des milliers d'emplois, bien plus que la destruction qu'il y a. Donc il faut absolument développer les filières justement de formation professionnelle tout au long de la vie. Tout est lié en fait, et on les a les solutions. Et donc ça c'est vraiment dramatique. Vis-à-vis de l'énergie, ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il est vraiment important d'aller vers la décroissance choisie, parce que on a l'impression d'avoir de l'énergie, qu'on trouve toujours la solution technique. Mais en fait, chaque solution technique a ses contraintes déjà liées à l'amenuisement des matières premières. Je prends l'exemple des éoliennes, c'est pas grave, ça tombera pas plus bas, les éoliennes et le photovoltaïque. Pour stocker l'énergie, après on a besoin de batteries lithium. Là, on est en train de passer à une technologie qui s'appelle le lithium-ion. Et le problème de ces batteries, c'est que 85% du lithium présent dans le monde est dans le triangle du lithium en Argentine, au Chili et en Bolivie. Donc on est en train d'exploiter et de créer des carrières partout là-bas pour le lithium. Et en fait, le problème quand on extrait du lithium, c'est qu'on pollue les eaux et qu'on détruit tout. Donc si on fait tout très vite, en fait, toutes les populations là-bas, on accepte de les empêcher de vivre. Et en plus, on n'accepte pas quand ils viennent chez nous, on les accepte pas, on dit que c'est les méchants. C'est quand même assez dingue quand on voit toutes les relations liées aux matières premières. Et ça, c'est un vrai manque dans nos communications, c'est qu'en fait, il y a vraiment le sujet aussi sur certaines matières premières, et notamment le lithium, parce que là, c'est vraiment le sujet du moment en énergie, où on va aller détruire totalement l'environnement et la santé de millions de personnes pour notre confort. Mais sachant qu'en plus, le lithium, comment on fait dans 100 ans quand on aura extrait tout le lithium? C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir à ce qu'on produit par rapport au monde fini, aux matières premières qui ne sont pas infinies. Et donc ça, c'est vraiment important. Et le dernier point, avant de laisser la parole à Bénédicte. Oui, sur l'hydrogène, il y a eu un... Oula. Sur l'hydrogène, le problème, c'est que c'est déjà, d'un point de vue des risques, c'est une production qui est très dangereuse et on n'arrive pas à maîtriser totalement la stabilité de l'hydrogène, ce qui crée de nombreuses explosions. Mais surtout, entre l'hydrogène et l'électrique, d'un point de vue efficacité énergétique, l'hydrogène est beaucoup moins efficace que l'électrique. Donc, dans les choix qu'on fait, il faut aussi qu'on soit stratégique. C'est-à-dire qu'il vaut mieux aller sur l'électrique, mais par contre, on ne va pas pouvoir utiliser l'électrique de manière incommensurable parce qu'on a le sujet du lithium. C'est pour ça que tout ça, en fait, il faut articuler ces différents sujets. Et j'ai terminé, je passe la parole à Bénédicte. Alors moi, je suis élue, je suis conseillère régionale d'Île-de-France et du coup, je vais faire part de ma petite expérience d'élue confrontée à ces pollutions qui sont de plus en plus récurrentes, en particulier en Île-de-France. Alors il y a les anciennes pollutions, enfin ce qu'on pourrait appeler les anciennes pollutions, en tout cas les anciens polluants qui sont toujours aussi polluants et toujours aussi actifs, comme le pétrole par exemple. Donc on a eu 2 accidents récemment en Île-de-France. Total dans le 78 qui a
qui n'a pas renouvelé son pipeline comme ils auraient dû le faire. Un pipeline qui était donné pour une durée de vie de 30 ans. Et puis l'accident a eu lieu, le pipeline avait eu 67 ans et il n'avait pas été, renouvelé, tout simplement. Les tronçons n'avaient pas été changés. Donc là, moi, quand l'accident de Total a eu lieu dans le 78, j'étais déjà élue. Moi, je suis élue sur le 77. Donc les élus régionaux en Île-de-France ont cette particularité qu'ils sont élus sur base départementale. Donc normalement, on s'occupe plus ou moins de ce qui se passe dans notre département. Mais j'avoue que ça m'a un peu saisie. Donc je suis allée rencontrer les associations locales. Donc je suis élue dans le groupe des écologistes à la région. Et j'ai discuté assez longuement avec elles. Et je me suis fait toute une culture à ce moment-là que je n'avais pas du tout justement sur ces risques industriels et sur le fait que ces entreprises, progressivement consacrant de plus en plus de ressources au profit, en consacrent de moins en moins de fait à la sécurité de leurs installations. Et qu'il n'y a pas de contrôle qui s'exerce, puisque le contrôle devrait passer par le préfet. Mais ce que j'ai pu noter, moi, en tout cas, dans mon expérience dans le 78, mais après avec d'autres expériences depuis accumulées, c'est que le préfet est très souvent du côté des industriels. C'est-à-dire que très souvent, l'État se range du côté des industriels, y compris quand nous, les élus et les associations environnementales locales, on élabore des espèces de protocoles de ce qu'il faudrait faire pour dépolluer un site correctement, pour cette fameuse remise en état qui ne se fait jamais, puisqu'en fait, on ne remet pas un site en état. La nature, ce n'est pas une voiture qu'on change, quoi. Le préfet ne nous donne jamais raison. C'est-à-dire qu'il va dans le sens de l'industriel et il réduit le niveau d'exigence auquel nous étions arrivés, quoi. Donc il y a eu cet accident grave quand même, hein, ça a pollué je ne me souviens plus des chiffres, mais des milliers de mètres cubes de terre. Ça coûte extrêmement cher puisque donc il a fallu extraire cette terre, ramener de la terre d'ailleurs. Et là, il y a des inconnus qui sont immaîtrisables, mais par personne, ni l'État, ni personne n'a la possibilité de tracer ces terres polluées, où elles partent, où elles arrivent. On sait d'où elles partent, on ne sait jamais où elles arrivent, et on ne sait jamais si celles qui arrivent quelque part sont exactement celles qui sont parties. Donc il y a tout un tas d'inconnus qui ajoutent aux dégâts produits par l'accident lui-même, par le premier incident. Récemment, sur mon territoire, il y a la société Vermillon. Donc Vermillon, c'est une des grosses compagnies pétrolières implantées en Île-de-France, mais elle est canadienne. Elle a à peu près tous les permis d'exploration qui ont été délivrés par le gouvernement français sur la Seine-et-Marne. Donc c'est pour ça que moi je me heurte assez régulièrement à eux, et en particulier des permis d'exploration qui auraient dû donner lieu à de l'exploitation de schiste, enfin de pétrole de schiste. Pour l'instant c'est arrêté, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Et là, récemment, il y a eu une fuite de pétrole au niveau de la commune de Volpénil. Donc moi, je suis élue aussi à Melun. Je suis une élue locale à Melun. Ça a fait un entrefilet dans le Parisien. Et puis, vloup, quoi. Bon, il se trouve que moi, je l'ai vu. Donc, du coup, j'ai écrit à Vermillon. J'ai écrit au préfet. J'ai reçu là une lettre. D'ailleurs, Paul, il faudrait que je te la fasse passer parce que tu me dises un peu ce que tu en penses. Mais une lettre de 4 pages de Vermillon, mais où très clairement il noie le poisson sur voilà. Donc je demande à visiter le site. Donc peut-être en septembre je vais pouvoir visiter le site. Enfin, il va falloir qu'on insiste en fait. C'est pas voilà, je suis quand même conseillère régionale, mais c'est pas si évident que ça. Et dans le cas de Total, dans le 78, ils avaient refusé que les France Nature Environnement, etc. aillent visiter le site. Et c'est parce que j'ai vraiment insisté que j'ai pu emmener les associations avec moi visiter le site en fait. Elles n'avaient pas accès, alors que c'est des associations locales, elles connaissent bien leur territoire et qu'elles sont certainement les mieux à même de dire ce qu'il faut faire. Donc là pareil, pour Vermillon, on ne sait pas exactement combien de tonnes de pétrole sont passées dans la Seine, on ne sait pas exactement pendant combien de temps la fuite a duré, enfin il y a une espèce de flou artistique. Le préfet ne me répond pas, carrément. Ça arrive quand même de plus en plus souvent. Le préfet ne répond pas aux élus. C'est quand même assez significatif, hein. Voilà, donc 2 exemples quand même de fuite de pétrole significatives dans l'environnement en Île-de-France. Et
ça n'émeut pratiquement personne, à part dans le 78 où là on en a parlé. Moi, je suis élue sur un territoire où il y a eu un gros scandale industriel qui est l'incinérateur de Volpénil. Pourquoi il y a eu un scandale industriel? Parce que pour la première fois, il se trouve que l'incinérateur de Volpénil, les vents rabattent les fumées de l'incinérateur sur un village. Et ça a tué, de manière documentée, 15 personnes dans ce village. En fait, sans doute beaucoup plus, y compris autour. Mais là, voilà, le lien de causalité, disons, a été fait sur ces 15 personnes. Que ce village s'est constitué partie civile entièrement, tous les gens du village, menée par une femme que j'ai rencontrée, avec qui j'ai mené plusieurs actions. Et que pour la première fois, c'est Corinne Lepage qui avait pris leur affaire, et que pour la première fois, une collectivité a été condamnée pour mise en danger, vraisemblablement délibérée, de la vie d'autrui, puisque cet incinérateur qui fonctionnait sans filtre a continué à fonctionner, et il était géré par un syndicat de communes, a continué à fonctionner malgré les mises en demeure, cette fois-ci du préfet, qui quand même avait fait quelque chose. Et l'installation de l'incinérateur en question, elle a été reconstruite sur site, ce qui normalement est parfaitement interdit, ce qui fait qu'en fait cet incinérateur continue de polluer. Aujourd'hui, il est géré par Veolia, il a été délégué à Veolia, c'était déjà Veolia, hein, le syndicat était responsable, mais c'était Veolia le gestionnaire derrière. Veolia l'a agrandi, parce qu'un des problèmes de ces installations industrielles, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui à Créteil dans le projet de 3e four contre lequel les habitants se battent, hein, le 3e four de l'incinérateur de Créteil, c'est que c'est Veolia, ces grandes entreprises multinationales qui investissent dans ces services parce que ça leur permet de capter les marchés publics qui sont l'essentiel de leurs ressources. Eh bien, elles investissent beaucoup d'argent dans des installations industrielles qu'il faut nourrir après. Il faut les nourrir, oui, il faut les nourrir, ces incinérateurs. Pour la collectivité, absolument, parce que dans les contrats, en général, ils s'arrangent pour que... Exactement. Et alors, les élus locaux là à Créteil, quand on est allé soutenir ceux qui se battaient contre ce projet, nous expliquaient très, très, très tranquillement que ça polluait moins qu'une autoroute. Que donc, c'était finalement pas si grave que ça, puisque ça polluait moins qu'une autoroute, quoi. Mais c'est une pollution au long cours, constante, un incinérateur, et c'est quelque chose d'extrêmement... Bon, il y a eu récemment aussi Vinci, qui a versé du ciment dans la Seine, je sais, à Nanterre, je ne sais pas exactement où on en est de cette histoire-là. Et donc, voilà, en Île-de-France, on est maintenant régulièrement confronté à des pollutions industrielles qui sont extrêmement dangereuses, hein, et qui menacent la vie des Franciliens. Et comme il y a une telle concentration de population en Île-de-France, moi, au départ, en Seine-et-Marne, pour moi, l'essentiel du problème, c'était l'agriculture. C'était l'agriculture industrielle. Et en fait, je me suis rendu compte que les installations industrielles, c'était aussi un des enjeux majeurs des pollutions de nos territoires. Et puis, une dernière chose que je veux dire, bon, il y a eu le SIAP, là je viens de lire ils ont fait une commission de sécurité élargie, ils nous ont envoyé le compte-rendu, je vais te le passer pour que tu puisses le lire. C'est hallucinant, quoi. Ils disent on va augmenter la culture de la sécurité dans l'entreprise. Ça veut dire quoi? Enfin, voilà, bon. Et une chose que je voudrais dire, parce qu'on est de plus en plus confrontés à ça, nous les élus, alors moi je suis assez radicale, et donc, mais j'ai du mal dans mon groupe à faire valoir, c'est par exemple les méthaniseurs dont tu parlais tout à l'heure. Bon, ça c'est, la plupart du temps c'est la fausse bonne idée. Un méthaniseur, pour qu'il ait vraiment une vertu d'un point de vue écologique, il faut que ce soit une petite unité de méthanisation. Le méthaniseur, c'est vraiment la fausse bonne idée. Mais c'est... Oui, en fait, ils font des cultures pour le méthaniseur. Mais ils font des cultures pour le méthaniseur en prétendant que ça fait faire de la jachère. Mais en réalité, quand on regarde exactement qu'est-ce qui est cultivé et où, tout ça, il y a une espèce de... Nous, on s'est fait une réunion spécifique avec des gens qui travaillent là-dessus et tout ça, et on a commencé à étudier ça sérieusement, parce que dans le groupe, j'étais la seule à être opposée
à tous ces projets de méthanisation qui sont surfinancés par la région parce que ça participe du greenwashing ambiant. Et en plus, ce qui est intéressant d'un point de vue capitaliste, c'est que pour les agriculteurs, ça leur permet d'étendre leur marché. C'est-à-dire que, du coup, ils ont la possibilité, même quand ils sont obligés vraiment de faire une culture de substitution parce que la terre rend plus rien du tout, il faut lui voilà, et ben on va pouvoir vendre de l'énergie, quoi. Donc ils vendaient jusqu'à présent des céréales. Maintenant, ils vont pouvoir vendre de l'énergie des deux côtés, hein, parce qu'en Seine-et-Marne, il y a de plus en plus de terre qui sert à produire du pétrole, du gazole, enfin du truc qu'on met dans les voitures, quoi, oui, voilà, et du carburant. Donc on produit du carburant pour les bagnoles et on produit du carburant pour le méthaniseur qui produit l'électricité. Donc ça étend le marché de l'agriculteur qui devient une espèce de super industriel qui produit plein de trucs, quoi. Voilà. Donc le greenwashing sert en fait à étendre le marché industriel. Et c'est vraiment à mon avis, pour nous les élus, enfin pour tout le monde, mais une des choses les plus... un des enjeux pour les élus écolos, quoi, un des enjeux les plus importants en ce moment. Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se laissent avoir, beaucoup qui se font avoir. Moi, je voulais faire part de mon expérience dans le domaine de l'amiante, rapidement. Donc, moi, je me suis retrouvé député européen dans la première génération d'élus verts. Et au même moment, dans mon village, il y a eu l'installation d'une usine de reconditionnement d'amiante. Alors, c'est tout simple, je ne sais pas si vous le savez, mais on met beaucoup d'amiante à l'intérieur des autoroutes. Je ne sais pas, il y a une espèce de protection. Ils ont besoin de beaucoup de sacs d'amiante. Seulement, il les faut à un certain format. Donc, dans mon village, on leur apportait des sacs d'amiante comme ça. Ils les sciaient, ils les reconditionnaient et ils repartaient et ils jetaient le plastique précédent. C'était un charpentier qui faisait ça. Alors, ça nous a un petit peu intrigués et on a commencé à se pencher sur la question de l'amiante à laquelle moi personnellement je connaissais que dalle à ce moment-là, ni le copain qui travaillait avec moi, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été journaliste après au Monde Diplo, qui s'appelait Patrick Herman, qui est malheureusement décédé cette année. Et quand on a plongé dans les documents qui pouvaient exister, on s'est aperçu que c'était un produit vraiment très toxique. Je vous raconte ça, c'est les années 89-90. Et donc, on a eu l'idée, puisque j'étais parlementaire européen, il faut savoir qu'au Parlement, on a beaucoup de moyens. C'est quelque chose qu'on a rarement dans le monde associatif. Donc, les écolos, on a à fond créé des réseaux européens de la plupart des domaines du monde associatif. Et dans le domaine de l'environnement, là, on a été très performants, on en a fait plein. Donc moi, j'ai réuni tous les gens qui travaillaient sur l'amiante en Europe, à Strasbourg, avec des interprètes, avec les moyens, avec tout. On pouvait payer les voyages. C'était quand même un peu pratique au niveau militant, quand même. On n'a pas ça tout le temps. Et on a décidé de créer d'abord une série de colloques dans chaque pays. Le premier a eu lieu à Millau, à côté de chez moi, c'est moi qui l'ai organisé. Après, on en a fait un à Milan, puis on en a fait un à São Paulo, puis on en a fait un en Angleterre, etc. Ça continue toujours. C'est une organisation, donc une ONG mondiale qui s'appelle Ban Asbestos, Bannissons l'amiante. Et ce réseau a réussi à... pas seul, parce qu'il y avait évidemment les associations locales qui ont joué un rôle déterminant. On a fait interdire l'amiante en Italie, en Allemagne, en Belgique. En France, on y est arrivé avec les réseaux anti-amiante qui existaient à Paris, à Jussieu et tout ça. Et surtout, au Brésil, on a mis 20 ans à faire interdire complètement l'amiante au Brésil parce que c'est un pays fédéral. Et donc, il fallait le faire interdire dans chaque État progressivement. Le dernier, c'était il y a 2-3 ans. Ça a réussi à se faire. Donc, je tire de ça deux conclusions. La première, c'est qu'il faut compter que sur soi-même. Mais deuxièmement, quand on a des élus écolos, il faut quand même essayer de les faire travailler sur ces sujets-là. Comme toi, tu peux le faire au niveau régional, comme on le fait tous. C'est-à-dire que
on peut avoir des possibilités d'intervention complètement légale, c'est-à-dire interpeller effectivement les autorités, les préfets, les ministres, les députés, etc., qui, comme tu l'as très bien dit il y a 5 minutes, en général ne connaissent rien à ces grands problèmes. Ils ne les connaissent que lorsque le scandale explose dans les médias. L'amiante, on a pu la faire interdire en France parce qu'on a réussi à la faire exploser dans les médias. Et moi, je sais que quand on a créé Banasbestos, les premiers journalistes qui se sont adressés à nous, c'est tout juste s'ils savaient poser les bonnes questions. Ils n'y connaissaient rien. Mais quand on les a eu bien briefés, qu'ils ont commencé à sortir des dossiers énormes, notamment dans les grands magazines ou dans des émissions de télé, alors là, d'un seul coup, les députés, les sénateurs, les ministres ont commencé vraiment à se dire oui, c'est un problème, ça m'intéresse, à se renseigner, et évidemment, on a pu arriver à faire basculer la loi. Après, le problème dans ces domaines de ce dont on parle aujourd'hui, c'est pas seulement d'obtenir une législation favorable, après c'est comment elle s'applique. Qui l'applique? Parce que souvent ce sont des administrations qui les appliquent, et ces administrations, elles ne sont pas formées non plus. Je me souviens que quand Dominique Voynet avait été ministre de l'Environnement, elle se heurtait à un problème qu'elle n'avait pas du tout prévu, c'est que autour d'elle, c'était que des gens qui n'étaient absolument pas compétents d'un point de vue écologiste en matière d'environnement, à part quelques personnes dans son cabinet qu'elle avait pu entrer. Et l'administration, derrière, elle freinait des cas de fer parce que ce n'était pas ses habitudes, et puis c'était plus de travail, et puis basta, et puis c'était pas écolo, quoi. Donc, il faut bien comprendre ça, c'est que quelle que soit la bonne intention qu'on ait, quelle que soit la performance qu'on puisse réaliser sur le plan politique, si on n'a pas un mouvement derrière, un parti politique qui n'a pas de mouvement derrière lui, qui ne peut pas mobiliser des syndicats, qui ne peut pas mobiliser un mouvement associatif, qui ne peut pas mobiliser les gens sur le terrain, qui ne peut pas mobiliser les citoyens autour d'une question, il va se planter. Il va avoir l'impression d'avoir réussi, mais derrière, ça se passera peut-être, mais 30 ans après, quoi. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose qui me paraît très importante là-dedans, c'est que la question de l'information et de la formation, je viens de le dire, mais de l'information est essentielle. Parce que, je sais plus qui parlait tout à l'heure des médias en disant il y a plus que quelques groupes qui dirigent maintenant l'ensemble des grands médias en France, mais même indépendamment de ça, moi j'ai été journaliste toute ma vie, je peux vous dire une chose, c'est que les journalistes, à part les ultra spécialisés, la plupart des journalistes moyens ne savent rien sur rien. Mais sur rien. C'est-à-dire que même des choses qui paraissent banales à chacun d'entre nous, ils ouvrent des grands yeux si on le leur dit, et d'ailleurs en général ils n'y croient pas. Et s'ils le répètent dans leur article, ils vont le répéter mal. Donc le problème de l'information, c'est qu'il faut la faire soi-même. C'est-à-dire que moi je vois autour de l'amiante dans l'Aveyron, ce qu'on a fait, c'est que toute l'information qui est parue sur l'amiante, c'était des communiqués qu'on faisait de nos associations. Heureusement pour nous. Comme les journalistes n'y connaissaient rien, ils passaient notre communiqué. Du coup, c'était vachement bien parce qu'au moins c'était de la bonne information. Et c'est quelque chose qu'il faut multiplier aussi par des actions un peu spectaculaires. Par exemple, nous, pour l'usine d'amiante de Saint-Jean-du-Boël, on avait cherché quel était l'itinéraire des camions à l'aller et au retour. En fait, ils allaient souvent à 7, parce que l'amiante venait des fois du Canada. Vous savez que le Canada a été un des endroits, avec la Russie, un des endroits qui a été le plus en faveur de l'utilisation de l'amiante. Et donc, ça venait du Canada, donc ça passait par le port de Sète, ça remontait. Donc, on a pointé tous les villages où passaient les camions. On a alerté tous les maires, etc. Quels moyens avez-vous en cas d'accident d'un camion dans votre village transportant de l'amiante? Évidemment, personne n'avait rien, vous en doutez bien. Alors, sur le passage aveyronnais, on avait acheté, vous savez, ces immenses balais-brosses qui servent aux mecs qui nettoient les rues, et on a offert un balai-brosse à chacun des maires en disant, voilà, maintenant vous êtes parés, bon courage, au revoir. Évidemment, on a eu tous les médias, on a eu la télé, on a eu tous les machins, et d'un seul coup, là, les maires, ils ont commencé à se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'amiante? Parce qu'évidemment, aucun d'entre eux n'était au courant que des camions dangereux traversaient leur commune. Donc l'information, c'est information directe, information des citoyens, information des médias. Et ça, c'est
la base de tout, quoi. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand des gens réalisent qu'il y a un danger pour eux et leurs enfants, même le plus anti-écolo commence à venir nous voir. Moi, je me souviendrai toujours que sur la question de l'amiante, c'était mon association qui avait mené ce combat, la première personne qui est venue nous soutenir, c'était la représentante du RPR du village. C'était très inattendu de sa part, mais elle avait la trouille. Et donc, voilà, on arrive à toucher des gens qui sont très loin de nous. On les touchera peut-être que sur ce point-là. Ils ne vont pas devenir écolos pour autant. Ils ne vont pas forcément voter pour nous aux élections. Mais au moins sur une question, on peut arriver à construire au moins, sinon des majorités, du moins des minorités suffisamment agissantes pour faire basculer les choses. Voilà. Ça marche là? Ouais, d'accord. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Yves. Et après, je me dis, les recettes, elles sont assez simples. En fait, on connaît le fond du problème. Là, sur tout ce que vous disiez sur le nitrate d'ammonium, l'azote, ce qu'il y a sur les exploitations, je t'entendais dire, la solution, c'est l'agroécologie. Mais la solution, c'est le bio. Quand on fait du bio, on n'a pas besoin des engrais de synthèse, on n'a pas besoin d'azote, on n'a pas besoin... voilà, donc la recette, on la connaît. Après, c'est effectivement les outils, la sensibilisation et puis les outils politiques pour le mettre en œuvre. Mais c'est juste de la volonté, en fait, qui manque. Et en plus, sur les engrais azotés, environnementalement, ils ont tout faux, quoi. Ils ont tout faux sur l'eau, ils ont tout faux sur la qualité de l'air, ils ont tout faux sur le changement climatique parce que c'est le N2O qui est produit quand on met des engrais a un pouvoir de réchauffement global un des plus importants. Donc, ils ont vraiment tout faux. Après, sur la méthanisation, alors, Bénédicte est parti, mais c'est pareil, sur la méthanisation, c'est un peu une vraie fausse solution. Alors, je t'entendais parler de l'hydrogène, après, il faudrait qu'on en discute plus longtemps, mais sur la méthanisation, en fait, la méthanisation, pourquoi on fait de la méthanisation ? Pour utiliser d'abord, en priorité, les effluents d'élevage. Ce n'est pas pour mettre des cultures, j'entendais Bénédicte en parler, ce n'est pas pour mettre des cultures intermédiaires ou du maïs. C'est d'abord. Alors déjà, c'est une première fausse idée, parce qu'en fait, là, j'entendais la semaine dernière quelqu'un qui me disait « Mais moi, je connais un exploitant en Bretagne qui fait de l'élevage, qui a que des prairies, qui en fait du coup n'a pas besoin de construire une installation pour ses bêtes, qui n'a pas besoin de méthaniseur pour recycler ses effluents, et qui en plus travaille 35 heures parce qu'en fait, il a moins de boulot que les autres, parce qu'il ne se tue pas au travail, parce que voilà, et il peut laisser ses bêtes l'hiver parce qu'il a des haies, il a de quoi les protéger, et ses bêtes n'ont pas froid. Donc voilà, les solutions, on les connaît. Et alors sur la biomasse, sur la biomasse, je rejoins aussi la méthanisation, parce que le vrai enjeu, c'est quoi ? C'est de remplir les 50% d'énergie renouvelable, nos objectifs, 50% de nos objectifs énergie renouvelable au niveau national européen, mais sans se poser la question de est-ce qu'on peut faire sans énergie, avec moins d'énergie, et voilà. Donc sur la méthanisation et sur la biomasse, alors sur la biomasse, c'est le rouleau compresseur, c'est le rouleau compresseur, parce qu'on est en train d'essayer de vouloir verdir tout ce qui est bioénergie avec la directive énergie renouvelable, mais personne n'en veut, donc ça se passe pas très bien. Et en plus, avec des méthodes qui sont très très particulières, parce que pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme tu le disais, en fait, on considère que comme la biomasse capte du CO2, à la combustion, elle n'en émet pas. Enfin, c'est juste un postulat, c'est juste une tromperie. Comment ? Oui, elle la restitue, c'est ça. Et après, tout ce qui se passe aussi sur le cycle de vie des pellets qu'on produit, de tout ce qu'on produit, voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, c'est pareil. Et après, derrière l'enjeu de la biomasse, la forêt, avec le rouleau compresseur, enfin des missions. Alors je voulais citer quand même pour faire un peu de formation. Alors je reviens sur l'agriculture, une étude hydrique qui va sortir. À mon avis, elle pose les clés du projet, mais
j'ai de grosses interrogations sur comment elle va être utilisée, mais elle est très très intéressante. Elle dit des choses sur justement ce que je viens de dire sur la méthanisation, voilà, et sur la polyculture, l'élevage. Enfin voilà, elle va sortir bientôt à l'automne. Une étude de l'IDRI sur l'agriculture. Bon, le travail est assez bien fait, mais bon, après, comment ce sera utilisé, mais je pense que c'est intéressant d'y jeter un œil. Je cite aussi l'étude France Stratégie qui a été faite par un copain écolo qui est un peu enfoui, là, personne n'en parle, mais en fait, elle dit des choses intéressantes. Elle dit des choses intéressantes sur l'azote. Hein. Là, par exemple, une étude, enfin, un petit comparatif au niveau européen de ce que donnerait une taxe azote. Voilà. Et après, sur la biomasse, et puis l'ONF, en ce moment, il y a le contrat d'objectif qui est en train de se négocier. Bon, c'est un rouleau compresseur, hein, parce qu'on est toujours avec la même méthode, à vouloir produire, vouloir rentabiliser l'ONF sur la production de la forêt. Enfin, voilà, c'était toujours la même chose. Après, il y a le rapport Cattelot qui est sorti. Il y a par contre tout le travail que fait Mathilde Panot, qui est quand même assez intéressant et qui est hélas pas assez porté et valorisé, qui n'est pas du tout écouté au niveau du gouvernement, ça c'est clair. Et actuellement, bon, la directive énergie renouvelable, avec ce que tu disais, les écueils, donc qui veut verdir la biomasse en s'appuyant sur des labels PEFC, FSC ou autres, mais dont on sait les limites. La Convention citoyenne, sauf erreur de ma part, et je n'ai pas lu entièrement tout le rapport, c'est un pavé de plus de 400 pages. Il n'y a rien sur la forêt. La forêt, oui, voilà, c'est le puits de carbone, en fait. C'est quand même le puits de carbone. Tu parlais de la capture du carbone des industriels, parce qu'on essaie de trouver des puits de carbone, puisqu'en fait, on veut arriver à la neutralité carbone. Et donc, on cherche à recycler du carbone, mais la forêt, le puits de carbone est en train de dégringoler, parce que justement, on exploite de plus en plus la forêt. Et la forêt souffre, souffre, est malade, la sécheresse, oui, voilà ce que je voulais dire. Et sauf erreur de ma part, la Convention citoyenne n'a rien dit là-dessus. Alors que le mandat de la Convention citoyenne, c'était 40% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre à 2030. On peut regarder comment réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et après, bon courage. Mise en place du plan logement, comme on a vu ce qui a été dit ce matin. On n'y est pas arrivé, mais par contre, on ne s'est même pas interrogé de savoir comment préserver notre puits de carbone et notre stock de carbone dans les sols. Même la Convention citoyenne, là-dessus, je ne l'ai pas du tout entendu. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Voilà. Bonjour. Moi j'avais deux petites questions en 2 points. Le premier, ça a été, bon, il y a eu partiellement une réponse, mais peut-être qu'on pourrait y revenir rapidement. C'est un petit quiz sur l'évaluation des politiques environnementales qui sont appliquées, qui sont imposées aux entreprises. Et je prends un exemple assez précis. J'ai croisé, parce que je travaille un peu dans le monde de l'industrie de temps parfois, et il m'arrivait de me rendre compte que il y avait des entreprises comme Vicat ou comme le Cibué qui étaient subventionnées par ce que je crois qu'on appelle la règle 3 en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait un nom. Donc ils sont subventionnés pour collecter les déchets, pour les traiter, et ensuite qui sont subventionnés par la DREAL parce qu'ils les brûlent pour faire le ciment et que c'est considéré comme une politique écologique. Je ne suis pas sûr que, bon, selon les indicateurs qu'on prend, ce soit tout à fait le cas. Donc est-ce qu'il y a une évaluation de ce genre d'entreprise? Voilà, première question. Et la deuxième, c'est à propos de la maintenance des entreprises. Est-ce que, par rapport aux accidents qu'il y a eu dans le monde industriel, est-ce qu'on sait identifier les causes? Et alors pourquoi par rapport à la maintenance? Parce qu'il y a un truc qui se passe dans les entreprises en France aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de sous-traitance, alors qu'il y a une époque où c'était des équipes internes qui s'occupaient de la gestion, donc ça change complètement le rapport à l'entreprise. Voilà, donc est-ce qu'on sait identifier un peu les causes pour savoir d'où viennent les problèmes? Et dernière question, est-ce qu'il y a des entreprises coopératives qui sont soumises alors je ne me rappelle plus exactement le nom que tu as dit tout à l'heure, tu as parlé du Céveso.
Et je crois qu'il y avait d'autres soumises à autorisation. C'est Céveso, c'est 1300 sites Céveso, 25 000 soumises à autorisation, 16 000 enregistrements. Donc là, ils sont obligés de déclarer exactement combien elles ont, mais elles ne sont pas obligées de faire, elles ne le font pas du coup, une étude, un dossier de demande d'autorisation à exploiter, dans lequel il y a une étude de danger qui référence tous les dangers par rapport à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement qui dépend du code de l'environnement français, et également de faire une étude d'impact, voir l'impact sur l'environnement extérieur. Du coup, ma question, c'est est-ce qu'il y a des entreprises coopératives qui sont soumises à ces autorisations ou au Céveso ou à la gestion des risques? Et est-ce qu'on sait si, quand il y a des gens qui sont concernés par le travail qu'ils font dans une industrie, s'ils savent, eux, mieux gérer les risques que dans les gestions industrielles classiques verticales, quoi? Je vais te répondre. Merci. Donc sur l'évaluation des entreprises dans la gestion des déchets, c'est plutôt ça ta question, évaluation environnementale. Globalement, toutes les installations que je connais dans la gestion des déchets sont des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc elles font partie des 500 000 installations dont je parlais. Donc il faut bien distinguer en déchets les centres de tri qui sont des fois multifilières, c'est-à-dire qui trient différents types de produits et de composants, alors qu'il y a aussi les unités de valorisation, donc qui là sont dans une logique de production d'énergie, et les incinérateurs, où là c'est on est en train de brûler. Toutes ces installations, elles dépendent de la nomenclature ICPE, donc elles sont réglementées. Mais le problème, c'est pas la réglementation, comme j'évoquais tout à l'heure, c'est l'application de la réglementation sur ces sites-là. Après, il y a les sujets sur la méthanisation, mais bon, ça a déjà été bien évoqué tout à l'heure. Mais sur ces sites, en soi, on a une réglementation sur le sujet qui permettrait de ne pas avoir de surpollution et d'accidents. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Les centres de tri, c'est la première cause d'incendie en industrie, alors que les centres de tri, ils dépendent directement de l'argent que met le ministère de l'Environnement pour exploiter ces sites-là. Parce que soit c'est une collectivité qui exploite, mais dans la grande majorité des cas, c'est des exploitants privés qui sont en délégation de service public, Veolia et Suez pour la grande majorité du secteur. Et en fait, on ne met pas les moyens pour sécuriser contre les incendies ces sites-là, parce que ça coûte très cher. Pour ça, il faut un bon système de détection incendie, ce qui est très compliqué dans la gestion des déchets, parce que les systèmes classiques ne fonctionnent pas, parce qu'il y a beaucoup de poussière. Donc la poussière peut créer des déclenchements intempestifs de l'installation qui fait qu'on s'inquiéterait pour rien. Donc il faut vraiment des équipements très poussés. C'est pour ça que c'est de la détection qui coûte cher. Et également, la détection ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un système d'extinction automatique, donc soit par des canons qui sont automatisés, soit via des systèmes d'extinction automatique qui sont là des fluides. C'est le sprinkler en américain et extinction automatique à eau en français. Et donc là, c'est en cas d'augmentation de la température, ou sinon on le relie directement à un système de détection électrique, va éteindre ou empêcher la propagation de l'incendie. Et ça, une installation comme ça dans la gestion des déchets, c'est aux alentours de 1 600 000 €. Et le problème, c'est qu'on n'oblige pas ces centres de tri à être tous équipés, donc à cause de ça, ils brûlent. Et à chaque fois qu'ils brûlent, il y a la pollution qui va aller vis-à-vis des habitants. Et on laisse faire. Et là, qui décide? Parce que d'accord, les exploitants, la grande majorité du temps, c'est Veolia et Suez. Mais Veolia et Suez, ils sont payés par rapport au coût du tonnage de l'exploitation. Donc ça dépend totalement du gouvernement. C'est-à-dire que c'est le gouvernement qui accepte qu'on pollue et qu'on atteigne à la santé des populations à cause d'incendies qu'on pourrait encore plus éviter que les autres. C'est le même sujet dans l'assainissement. Quand Bénédicte parlait du SIAP tout à l'heure, l'assainissement, vraiment le gouvernement peut encore plus agir sur la sécurité des installations d'assainissement et des installations de la gestion des déchets, parce que c'est lui le financeur. C'est pas la même chose que quand on parlait de lubrifiants automobiles ou de nitrate d'ammonium. Donc c'est vraiment un scandale. Oui.
on forme sur la sécurité des personnes. Donc pour ça, il y a tous les bureaux Veritas, APAV, DECRA qui forment effectivement les techniciens, mais c'est des formations à la journée. C'est pas des cursus vraiment de formation. Et justement, c'est là où on a un problème. C'est que toute personne travaillant en industrie devrait être formée sur les risques technologiques. Ça devrait être le b.a.-ba. Ce qui ferait qu'on éviterait, on n'aurait même pas besoin d'avoir autant d'inspectrices et d'inspecteurs de l'environnement que ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est jouer, c'est ce que j'explique aux élus qui je discute en ce moment. Ce qu'il faut proposer, c'est d'un côté une inspection très rapide de toutes les installations soumises à déclaration. Donc sachant qu'il y en a 500 000, le boulot il est énorme, donc il faut recruter chaque année des gens, les former, etc. Mais être dans une logique de long terme, d'après que ces gens qui vont inspecter fassent autre chose. Donc être dans une logique de formation justement professionnelle pour qu'on ait moins besoin d'inspecter et qu'on puisse après avoir des gens plus compétents sur ces sites-là, qui permettraient après de diminuer le coût de l'inspection pour à la fois pour l'État en fait. Ah mais il y a tout à faire, c'est un scandale, hein, les risques la maîtrise des risques industriels en France, et c'est pas moi qui le dis, c'est des sénateurs socialistes et même républicains qui se mettent d'accord pour dire que depuis 40 ans on fait n'importe quoi. Et je vais répondre aux autres questions. Sur la maintenance, l'identification des causes, oui on les connaît les causes, c'est que vu qu'on ne maintient pas, je prends un exemple précis, les systèmes dont je parlais tout à l'heure d'extinction automatique, qui ne sont pas présents sur tous les centres de tri dans le déchet, mais par contre qui sont présents sur énormément de sites chimiques, mais aussi dans la plasturgie. Et en fait, le problème de ces installations, c'est que les tuyauteries, si jamais on les maintient avec un bon niveau de compétence, au bout de 30 ans, on va changer quelques sections de tuyauterie. Ça coûtera pas très cher et ça sera surtout, ça va utiliser moins de matières premières. Par contre, si jamais on ne la maintient pas, au bout de 30 ans, on est obligé de remplacer, même au bout de 20 ans, on est obligé de remplacer toute l'installation de sprinklage et donc d'avoir des tuyauteries. Et le problème, c'est que les contrats de maintenance qui sont sur les sites industriels, maintenant on les passe à des Vinci, à des Eiffage, où on leur passe tout. C'est des gros contrats où à l'intérieur, il n'y a plus de spécialistes. C'est-à-dire qu'on demande aux techniciens d'être spécialistes de tout, donc, je reprends je ne sais plus qui disait tout à l'heure, spécialiste de tout, donc de rien. Enfin, c'est ça qui est dramatique sur la maintenance. C'est vraiment, du coup, avoir de la maintenance qui soit préventive et pas curative, pour te citer. Parce que curatif, on remplace tout, alors que préventif, ça peut permettre de ne pas avoir à remplacer. Même pas, parce que l'alter ego du responsable sécurité chez un industriel, c'est le responsable hygiène, sécurité, environnement, ou la responsable hygiène, sécurité, environnement. Et d'ailleurs, c'est des personnes qui tombent souvent en dépression, moi c'est mes interlocuteurs principaux, parce qu'en fait, elles ont fait des formations qui sont liées à l'environnement. Les personnes qui vont se former là-dedans se disent c'est génial, dans mon travail, je vais pouvoir protéger l'environnement. Ces personnes, et c'est la même chose au niveau de la direction environnementale, hein, au niveau des DREAL, les inspecteurs et les inspectrices,
ils y vont avec une vraie conscience écologique. Et le problème, c'est que ces responsables HSE se retrouvent au niveau de l'usine, et vu qu'il n'y a pas d'application de la réglementation en France vis-à-vis des risques industriels, on leur fait juste avaler des couleuvres. C'est-à-dire qu'ils sont là pour relire les rapports faits par des bureaux d'études comme les nôtres et dire à leur direction, bon, est-ce qu'on peut quand même faire ça, avoir un petit budget pour protéger, pour acheter un peu de matériel ATEX, qui est adapté à une atmosphère explosive pour éviter les explosions. Voilà, c'est le problème. Si on ne change pas la structure au-dessus, je dirais que ces postes-là existent. Là, il n'y a pas trop de trous dans la raquette. Le trou dans la raquette, il est à la formation de toutes et de tous à la maîtrise des risques technologiques, parce qu'en fait, on en a plein autour de nous. Et c'est tout le rapport aussi, on voit dans les sciences et vie de la Terre, comment c'est enseigné au collège et au lycée. Moi, j'ai des potes qui sont profs de SVT. Quand on voit la manière dont est enseignée la SVT au niveau scolaire par rapport au rapport à l'environnement, même si ça progresse, c'est catastrophique. Ce qu'il faudrait rajouter, c'est que là, suite à la Covid-19, en fait, le gouvernement a donné toute latitude au préfet pour mettre des dérogations à tout ce qui empêche, qui pourrait respecter la sécurité. Déjà qu'il le faisait, nous, sur Altéo, donc les relâchés dans la mer, il y a eu des dérogations, il y a encore des dérogations. Là, par exemple, pour Altéo, ils doivent faire s'ils veulent continuer l'usine qui est en vente, d'accord, déjà là, parce qu'ils n'ont plus de brevets, etc. Ça a été filialisé, et voilà. Du coup, s'ils veulent continuer à pouvoir bosser, ça veut dire qu'il faut changer le PLU sur la ville de Bouc-Bel-Air, parce qu'en fait, il faut faire des travaux, bousiller une zone naturelle marquée dans le PLU, et donc changer le PLU. Le maire de Bouc-Bel-Air, qui est de droite, qui a favorisé Altéo à l'époque dans une loi pour qu'ils payent moins cher, une loi spécifique pour eux, pour payer moins cher la taxe de pollution des eaux à l'agence de l'eau. Et donc ils ont fait une loi, il a fait une loi spécifique pour eux en disant une entreprise, alors sans la citer, une entreprise qui a X kilomètres de canalisation, qui envoie ses résidus dans l'eau, dans la mer, etc.,
Enfin, c'était juste pour elle, quoi. Hein. Et du coup, on baisse la taxe. Là, ce même maire qui aujourd'hui refuse de changer le PLU parce qu'en fait, il y a eu une levée de boucliers. Les gens, ils ont été empoisonnés par la poussière. Donc, il y a les photos, là. Hein, du coup, c'est allé sur des écoles, etc. Donc là, du coup, il a eu la trouille de ne plus être élu. Du coup, il refuse de changer le PLU. Là, c'est le préfet, dernièrement, là, il y a un mois, il a décidé que c'est lui d'autorité, suite aux décisions de Macron et à la Covid, que c'est le préfet qui a décidé que le PLU serait changé. Voilà, donc du coup, même les maires, ils n'ont même plus la possibilité de dire que le PLU ou même d'autres choses ne seront pas acceptées. Merci. Une question, parce que par rapport à ce que disait, puis je vois que le temps avance, avec ce que disait Yves tout à l'heure, en fait, la vraie question, enfin moi j'ai deux questions sur deux exemples. Comment nous, là, dans nos réflexions aujourd'hui, ces jours-ci, qu'est-ce qu'on peut faire et sur quelle piste avancer? Alors, deux illustrations, moi, sur la forêt. Là, j'ai une grosse inquiétude sur la forêt. Comment on peut se mobiliser et comment, par rapport à tout ce qui a été dit, là, l'utilisation du bois pour la biomasse. On veut aussi faire de la forêt, on veut décarboner toute l'économie, plus de logements, enfin voilà, cette folie, voilà. Et puis plus concrètement aussi, là, les déchets, bon, on disait le danger qu'il y a des incinérateurs et tout ça, mais je crois que tu disais tout à l'heure, quand le citoyen trie, il ne connaît pas toute la procédure, enfin tout ce qui se passe derrière après. Moi, en ce moment, je suis assez révoltée là-dessus parce que je repense à ce qu'a dit ce matin là, ceux de l'Alliance citoyenne. Moi, chez moi, les rats, ils n'ont pas la taille de ballon de rugby, mais ils jouent au foot dans notre cour, sur le terrain de jeu des poubelles. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut faire, et nous, enfin plus politiquement même, qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement, c'est pas normal que les citoyens sachent pas que quand ils trient, en fait, ça ne sert à rien, et que derrière, ça va à l'incinérateur, quoi. Enfin, il y a un problème, quoi, voilà, il y a un problème. Et là, moi, c'est des questions qui, en ce moment, m'interpellent beaucoup, et je me dis, je pense collectivement, on doit pouvoir faire émerger, alors, je ne sais pas, sur la base, vous, de vos expériences. Moi, sur le sujet, suite à l'accident de Lubrizol, déjà, j'avais commencé à être contacté par des médias. À l'époque, je n'avais pas voulu prendre la parole par rapport à mes collègues publiquement. Au final, je les ai convaincus de prendre la parole publiquement parce que je pense que c'est important qu'un spécialiste du domaine prenne la parole parce qu'on n'a pas le même poids que quand on est juste militant, parce qu'aujourd'hui, on apporte une importance aux experts alors qu'il y a des experts citoyens qui sont très bons. Mais du coup, c'est pour ça que suite à Beyrouth, j'ai été appelé par tous les médias et j'ai accepté de passer. Donc là, par rapport à ce que tu disais, il y a une entrée médiatique sur laquelle... moi, je peux faire passer notamment les sujets liés à la forêt, liés à la gestion des déchets, etc. Mais après, il y a aussi ce qu'on peut faire en tant que collectif PEPS pour justement agir là-dessus. Et en plus, ça intéresse également d'autres partis sur lesquels on est très proche. Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, quand on parlait de Front Populaire Écologique tout à l'heure, sont intéressés par ces sujets et pour bouger. Et également, moi, j'ai des contacts aux Amis de la Terre, France Nature Environnement, qui veulent créer une grosse mobilisation sur ces sujets. Parce qu'en fait, ils sont tous reliés. Donc après, c'est réfléchir collectivement à quelles actions on peut faire, coup de poing, un peu comme ton coup de balai, là, qui était pas mal, vis-à-vis de sujets comme la forêt, comme le problème de la gestion des déchets, comme le manque d'inspection. On peut aussi faire une action vis-à-vis des préfets, parce que là, c'est vraiment eux qui... ont tout le pouvoir sur un territoire pour mettre en danger la population. Tu voulais prendre la parole ? Excuse-moi, mais c'est peut-être pas spécialement dans cette veine-là de faire apparaître les problèmes de gestion qu'il y a sur les risques industriels. C'est juste dans la question d'apporter des solutions
En Dromardèche, il s'est multiplié depuis une quinzaine d'années des syndicats de citoyens qui ont formé des SKIC pour utiliser les toits sur produire l'électricité avec les panneaux solaires et autres. Alors c'est une forme d'organisation, c'est pour dire qu'on peut aussi se réapproprier les outils par exemple de production de l'énergie, et se les réapproprier pour qu'ils soient dimensionnés au territoire, dimensionnés à la ressource et dimensionnés à l'utilisation qu'on va en faire. Un méthaniseur, s'il est utilisé par rapport à la ressource forestière agricole, mais de manière mesurée, et ce qui peut être produit de manière durable, ça peut devenir un outil intéressant. C'est le gigantisme des installations qui nous dépassent, qui vont dans une logique financière qui pose problème. Je suis complètement d'accord que c'est aussi le sujet industriel. C'est-à-dire que, et là c'est très intéressant dans la perspective du municipalisme libertaire. C'est-à-dire que l'objectif c'est que chaque territoire ait des installations énergétiques dimensionnées en fonction de la taille, ce qui en plus diminue les risques, l'impact sur l'environnement. Après il y a d'autres sujets sur lesquels ça sera forcément à une autre échelle. Je prends l'exemple des lubrifiants de Lubrizol. On ne va pas aller mettre un Lubrizol dans chaque commune de France. Donc là, par contre, il faudra bien avoir des liens entre les différents territoires. Et c'est là où c'est intéressant de voir les différentes échelles, même d'un point de vue de la production. J'arrive, mais je ne sais pas ce que vous avez dit sur les méthaniseurs. Mais les méthaniseurs, ça a surtout permis aux éleveurs de ne pas respecter la loi sur l'épandage. Donc si aujourd'hui on réfléchit un peu globalement en termes d'écologie, en termes de consommation de viande par exemple, faut être cohérent, à un moment donné il va falloir réduire l'élevage. Eh ben non, on ne réduit pas l'élevage. Non, alors qu'est-ce qu'on fait du lisier ? Ah ben le lisier, il faut l'épandre. Mais pour l'épandre, il faut des hectares et des hectares. Ah ben alors comment on fait ? Ah ben c'est pas grave, on va installer un méthaniseur. Ça tombe bien, c'est écolo. Donc en fait, on trouve des réponses écologiques à des problèmes de pollution. Mais sans... Enfin, je ne sais plus qui disait, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Mais là, on est dans la même situation avec le méthaniseur. Je suis désolée, je fais un tac au tac, mais je suis complètement d'accord. Sur le tri des déchets, on dit, voilà, le citoyen, il ne sait pas ce que deviennent tous ces déchets, mais pourquoi tous ces déchets ? Pourquoi, enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en amont ? Et puis dans le tri, qu'on arrête de faire bosser. Alors Veolia, on le retrouve dans les déchets, on le retrouve dans la biomasse, enfin on le retrouve dans tous les intérêts des lobbies et la manne financière. Voilà, et qu'est-ce qu'on fait pour... Enfin, je suis d'accord, complètement d'accord. Ouais. Et ce qui est vraiment important dans les... Parce que là, on parle de ce qu'on peut faire, nous, à l'échelle, pour sensibiliser que des décisions soient prises. Mais les décisions, elles seront prises à partir du moment aussi où il y aura... comme pour l'amiante, une grande majorité de la population qui soit contre. Et il y a tellement de sujets comme l'amiante, en fait, le nitrate d'ammonium, la méthanisation, la gestion des déchets, l'hydrogène, enfin, il y en a plein. Et donc, il est vraiment important, parce que moi je le vois quand je fais de l'éducation populaire et qu'on discute de ces sujets-là, pour plein de gens, c'est « ouais, mais moi je vais plus avoir de boulot, je vais plus avoir de travail, etc. » Et donc c'est là où il faut aussi expliquer le lien vis-à-vis de la bataille du temps libre. Quand tu parlais de 35 heures, qu'un agriculteur qui est en agroécologie justement travaille moins parce qu'il a moins de contraintes, etc. Bon après, sur certaines exploitations, c'est surtout qu'il faudra augmenter le nombre de travailleurs et de travailleuses. Mais il faut vraiment qu'on articule un discours qui soit clair pour les gens, que nous, ce qu'on souhaite pour eux, c'est pas les faire chier, c'est leur permettre d'avoir plus de temps libre. Et d'avoir plus de temps libre parce qu'à partir du moment où on produira moins, on consommera moins, et donc on travaillera moins. Et c'est ça en fait qu'il faut rentrer dans la tête des gens et articuler tout ça. Parce que si on n'articule pas les choses, on passera toujours pour les gens qui sont d'accord avec rien et qui proposent rien du tout, alors que c'est faux, on propose, mais là où on doit être plus clair, c'est sur l'articulation pour que nos messages ils soient encore plus percutants et qu'on arrive à convaincre une grande majorité de la population.
faut le relier à la question sociale et à la démocratie. Ça, c'est l'écologie. Dans les discours des autres formations politiques, ils vont limiter l'écologie à parler d'environnement. Mais tu ne peux pas résoudre la question environnementale si en même temps tu ne résous pas la question sociale et la question démocratique. C'est ça l'écologie, c'est la base même de l'écologie, ces trois piliers qui sont indissociables. Et dans notre discours, ils doivent toujours être reliés, sinon on ne convaincra pas les gens. Parce que si on leur parle en même temps de démocratie et comment on va préserver leur emploi ou plus directement les aider à changer d'emploi, le temps libre dont tu parlais, etc., là, ils peuvent comprendre pourquoi on est des fois si agressif sur des questions environnementales et pas seulement des emmerdeurs ou des gens qui sont là pour les faire chier, comme tu disais tout à l'heure. On me dit de clôturer. En tout cas, merci pour ces échanges. Donc Patrick m'a demandé de faire une petite synthèse. Donc je pense que je vais essayer d'écrire justement les différentes propositions que tu as évoquées qu'on a un peu tous évoqués sur gestion des déchets, forêt, les sujets sur lesquels on peut communiquer et quelques idées d'action qu'on pourrait faire au niveau de PEPS pour justement mettre ce sujet à l'agenda politique. Surtout que le 29 septembre, c'est les 1 an de Lubrizol. Donc là, les médias vont parler à fin septembre des risques industriels. Donc ça va être vraiment intéressant. En fait, par rapport à l'emploi, il y a un dossier, vous tapez 1 million d'emplois pour le climat, donc qui a été fait et qui compare, qui comptabilise les emplois qui pourraient être détruits parce qu'il faut arrêter de faire des conneries et le nombre d'emplois qui pourraient être créés. Et en fait, on arrive à... alors, c'était 1 million, mais par rapport à ce que disait le MEDEF, là, parce qu'ils avaient sorti des pins, 1 million d'emplois, si vous nous donnez des sous. Et du coup, il y a un rapport là-dessus. C'est pareil, il y a un truc aussi sur l'agriculture. Et puis après, par rapport à la forêt, il y a une pétition à signer sur SOS Forêt France. Et il y a une manif qui est prévue le 21 janvier à Marseille, parce qu'il y a le congrès de l'Union internationale de conservation de la nature, l'UICN, et il y a une manif, on est en train de prévoir, elle devait avoir lieu déjà cette année, mais ce congrès il a été reporté à cause de la Covid, et du coup on prévoit de faire une manif par rapport au climat, la biodiversité, etc. Il y a Patrick qui veut parler encore. Non, je déconne parce qu'il n'a pas dit un mot. Là. Voilà. C'est sur simplement les propositions de campagne, ou pas seulement de campagne. Je pense qu'il y a une chose qui n'a pas trop été évoquée ici cet après-midi, c'est la question des CHSCT, les comités hygiène et sécurité, qui ont disparu avec la loi travail, qui ont été recomposés dans les, je ne sais plus comment ils appellent, les CES, les CES, voilà. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est-à-dire qu'y compris avec le Covid, mais aussi évidemment avec Lubrizol et autres, on voit que les syndicats ont été de fait exclus de toute gestion de la santé environnementale, et que ça, le rétablissement des CHSCT devrait être au cœur de ce que moi j'appelle l'éco-syndicalisme. Et là, il faut remettre une couche là-dessus, et je pense qu'on a des alliés dans les syndicats sur cette question. La deuxième chose, au niveau des initiatives, je pense que PEPS pourrait être présent cette année à la manifestation, je ne sais pas à quelle date elle est, à l'automne, qui est chaque année, des travailleurs de l'amiante. Pas des travailleurs, des victimes de l'amiante, pardon. Des victimes de l'amiante. Chaque année, il y a 10 000 ou 5 à 10 000 personnes qui ont été victimes de l'amiante, qui, à l'appel de l'Andeva et de la CGT, défilent à Paris pour rappeler qu'il y a eu quand même 100 000 morts dans cette histoire. Je pense que ce serait très important que PEPS y soit, même si on n'est pas beaucoup, etc., montrer qu'il y a des écologistes, parce que jamais, par exemple, les Verts ne vont en fait à cette manifestation. Et je pense que c'est très important de marquer notre présence. Et puis autre chose, c'est il y a 2 ans,
par une élue verte européenne, Michèle Rivasi, une initiative intéressante qui était de réunir un certain nombre de victimes des risques industriels, mais aussi des risques industriels aussi au niveau des médicaments. Hein, ce qu'elle appelait une marche des cobayes, c'est-à-dire des gens qui avaient été victimes des médicaments et aussi évidemment des risques industriels. Elle était partie de Fos, elle était arrivée à Paris. Et je pense qu'il faudrait reprendre cette idée et reproposer à elle et à toutes les associations qui s'étaient groupées à ce moment-là de faire une sorte de deuxième marche de ce type. D'ailleurs, il va y avoir une marche qui n'a rien à voir, mais qui va partir en septembre et qui va arriver à Paris le 17 octobre 61, une marche des solidarités des sans-papiers qui va passer à travers toute la France. C'est un truc intéressant, ce type de marche, parce que tu t'arrêtes dans les lieux, par exemple, où il y a eu des contaminations industrielles, où il y a eu des catastrophes, où il y a des gens, et tu en parles dans les médias régionaux, et ça permet de dévoiler finalement à la face du grand public au niveau local les saloperies qui ont été faites. Hein. Donc les marches peuvent passer par Fos, par Toulouse, par Lubrizol, par etc., par Gardanne, voilà. Voilà. Donc, oui, ça c'est intéressant, quoi, voilà. Donc, mais elle avait... Mais justement, là où on peut... Mais là, justement, sur la création de l'autorité de sûreté, justement, à l'intérieur des 7 personnes, dans le truc que j'ai commencé à écrire un projet de loi, en fait, pour qu'il soit proposé. Et à l'intérieur, il y a 2 personnes qui viendraient justement des syndicats. Donc là, ça pourrait leur plaire justement. Ça, surtout que la CGT, dans le cadre de Lubrizol, je ne sais plus qui a pris la parole, mais ce qu'il a dit, c'était très bon.